Bienvenue dans le débat sur France 24. Le jeu Fortnite n'est plus disponible en Chine. Les joueurs chinois ont confirmé ne plus y avoir accès. Ils ont posté leur adieu au jeu sur la plateforme des médias sociaux Weibo. Fortnite est un jeu populaire. Il compte plus de 350 millions d'utilisateurs dans le monde. En septembre dernier, la Chine a interdit aux enfants et aux adolescents de jouer aux jeux vidéo en ligne plus de 3 heures par semaine. Une mesure de santé publique, disent-ils, contre ce que la presse d'État qualifie d'opium mental. Les autorités, en tout cas, veulent lutter contre l'addiction aux jeux vidéo. Des centaines de développeurs chinois de jeux vidéo, dont Tencent, ont promis de mieux contrôler leurs produits et notamment leur contenu politiquement nocif. Avant la fin de Fortnite en Chine, Microsoft avait renoncé à la version chinoise de son réseau social LinkedIn. Yahoo s'est aussi retiré de l'empire du milieu. Les deux entreprises ont évoqué les obstacles dressés sur leur chemin par ce pays. Fortnite, Yahoo, LinkedIn, pourquoi une telle reprise en main chinoise? Y aura-t-il des représailles côté occidental? J'ai le plaisir d'en discuter et d'ouvrir ce débat avec mes invités. Guillaume Gralet est à mes côtés, journaliste au Point. Bonsoir Guillaume. Bonsoir, Jean-Joseph Boileau est également avec nous. Bonsoir. Économiste spécialiste de la Chine à l'IRIS et membre du Cercle Cyclope, auteur de Utopie Made in Monde, et c'est aux éditions Odile Jacob. Merci Odile Jacob. Avec nous également Sylvie Diosica, bonsoir, pédiatre à Rosny et à l'hôpital Jean Verdier à Bondy, membre du collectif Cause et auteur de Les écrans mode d'emploi pour une utilisation raisonnée en famille, et c'est chez Hatier. Enfin par Skype avec nous, Patrick Giordano, bonsoir à vous, journaliste spécialiste des jeux vidéo, également gamer, gamer ça veut dire joueur aguerri à ces jeux vidéo en ligne. Bienvenue à vous. Bonsoir. Alors justement, je vais commencer avec vous, Patrick Giordano. Pour ceux qui ne savent pas, comment ça marche Fortnite? Alors Fortnite, c'est un jeu, on appelle ça, enfin il y a plusieurs modes de jeu, mais le mode principal, c'est un Battle Royale. C'est-à-dire que vous êtes catapulté sur une carte, il y a 100 joueurs et un seul reste vivant. Donc c'est vraiment un jeu très rapide où il faut avoir beaucoup de réflexes. Au niveau de la stratégie, ça va très très vite. Il faut avoir beaucoup de dextérité. Donc voilà, c'est un jeu de combat, mais où il y a quand même de la stratégie. Il faut arriver à se débarrasser de ses adversaires. Et pour le modèle économique, en fait, c'est ce qu'on appelle un free-to-play. C'est-à-dire qu'on a le jeu gratuitement, et ensuite on achète des cosmétiques si on veut, mais on peut jouer entièrement gratuitement, sans dépenser d'argent si on veut, quoi. Et on le joue, on est en ligne, avec donc des milliers, voire des millions de gens qui jouent en même temps que vous. C'est ça. Donc c'est un jeu assez communautaire et qui a vraiment, puisque là c'est un peu le sujet du jour là, c'est un jeu qui a vraiment beaucoup plu, on va dire, aux adolescents et même aux plus jeunes. Même s'il y a des adultes qui jouent, je connais beaucoup d'adultes qui jouent, mais malgré tout c'est un jeu qui a fait très fort, comme on dit dans les cours de récréation, quoi. C'est un jeu addictif? C'est un jeu addictif, oui, parce que c'est un jeu très prenant, on n'a plus envie de s'arrêter. Après, oui, c'est pas... Enfin, l'addictivité n'est pas la chose principale du jeu. Mais c'est vrai que si on ne fait pas attention, et surtout pour les gens les plus jeunes, en fait, qui ne se rendent pas compte du temps qu'ils peuvent passer, qui ne se rendent pas compte ou même de l'argent qu'ils peuvent dépenser quand ils ont la carte bleue mise sur le PC des parents. Et c'est beaucoup arrivé, j'espère que ça arrive moins aujourd'hui, mais c'est beaucoup arrivé au début. C'est un jeu qui peut être addictif, mais c'est vrai que c'est souvent pour les enfants et je pense que les parents doivent faire attention avant tout. Alors ça ne va plus arriver en Chine, puisque, ça y est, il n'y a plus Fortnite en Chine. Alors pourquoi, Jean-Joseph Boileau, Pékin s'en prend-il à Fortnite? Écoutez, c'est compliqué parce que là, c'est un sujet à multiples entrées. Je veux dire que je crois que c'est le correspondant d'RFI, France 24, Stéphane Lagarde, qui disait les parents vont être soulagés. Les Chinois, les parents chinois. Oh, les parents du monde entier. Là, j'en parlais avec le chauffeur de taxi, vous aviez bien voulu m'envoyer. Enfin, là, on parle d'une interdiction radicale. On n'est pas dans la régulation en Chine. Non, voilà, oui. C'est pour ça que je dis, c'est un sujet compliqué. Il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'il faudrait prendre des mesures importantes. Voilà, on va en parler, drastiques. bien sûr. Mais... Notamment parce que je ne suis pas un grand spécialiste des jeux, mais enfin, j'ai vu ce que c'était qu'un jeu addictif et on ne fait pas 3 milliards de chiffre d'affaires avec un jeu gratuit. Donc ce jeu n'est pas gratuit, bien évidemment, et il est basé sur l'addiction
Et notamment, il faut acheter votre force, votre capacité d'éliminer tout le monde. Donc, c'est quand même un jeu qui moralement pose problème. Repose sur le nombre de choses que vous allez pouvoir acheter, même si plus vous achetez, et vous ne serez pas nécessairement le meilleur, mais enfin, on observe que c'est plus j'achète de composants, d'aides. Oui, alors pourquoi est-il dans le collimateur des autorités chinoises ? Justement, c'est compliqué parce que derrière cet effort de moralisation, que la planète entière appelle de ses voeux sur le problème des écrans, etc., on voit bien que ce n'est pas cela l'enjeu principal pour Pékin. C'est le légisme, cette philosophie qui s'est imposée avec Xi Jinping. On est carrément dans le légisme, c'est-à-dire un néo-confucianisme où on va jouer sur la règle morale que personne ne va remettre en cause. Et par derrière, on s'aperçoit de quoi ? Que sur le plan artistique et culturel, où là, il n'y a pas d'enjeu d'addiction. Ah, là, il n'y a pas d'addiction, il n'y a rien du tout. Et que l'addiction, elle porte au contraire sur des films, des blockbusters, qui sont vus par des millions de téléspectateurs qui reposent sur un nationalisme, la culture du nationalisme. Enfin, dernière chose, bien sûr que oui, il y a une rivalité économique entre les États-Unis et la Chine derrière cette affaire du contrôle des jeux, même si Tencent est actionnaire, attention, ils ne sont pas idiots, nos amis chinois, il est le deuxième actionnaire quand même de la société qui a mis en place tous ces jeux-là, et qui est la première du monde quand même. Tencent est en train de se faire aussi redresser les bretelles, comme tous les grands de la IT chinois, parce qu'ils menacent, le légisme, c'est ça, c'est l'État absolutiste. L'État absolutiste. Donc c'est très compliqué. Il y a à la fois un vrai sujet qui est posé, je crois, pour la planète entière. Il y a une réponse chinoise, et on verra si vraiment la réponse américaine est très bonne. Je doute qu'elle soit très bonne. Et donc, il y a quelque chose qui est posé sur la table par cet acte un peu terroriste de la part des autorités chinoises, 3 heures par jour, pas plus. 3 heures par jour, donc pour les adolescents, oui. en tout cas 3 heures par jour de limitation de l'utilisation de ces jeux en ligne, Guillaume Gralet. D'ailleurs, je lisais au début août, il y a un influent journal chinois, un journal gouvernemental, qui avait jugé que les jeux vidéo étaient devenus un opium mental. Alors évidemment, les termes sont bien choisis. L'opium, c'est pas ce qui est bon. En Chine, c'est la guerre de l'opium, ça fait référence à cela. Et effectivement, ils ont mis sous leur coupe ce jeu justement de Tencent, Honor of Kings, et maintenant il s'agit bien sûr de Fortnite. Oui, et ce que je trouve très intéressant, ce que disait bien M. Boileau, c'est qu'il y a à la fois une reprise en main des géants américains de la tech, vous avez cité tout à l'heure Yahoo, LinkedIn, c'était le cas auparavant de Google, et on a eu des rétorsions américaines dans cette techno-guerre froide, avec l'interdiction de Huawei, qui était sur une entity list américaine, interdiction de s'équiper chez Huawei et pour Google d'équiper Huawei en dommage collatéral, entre guillemets, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, on s'attaque également aux géants high-tech chinois. C'est-à-dire que dès quelqu'un dépasse un petit peu, c'est un peu surprenant. On a vu avec Jack Ma, vous savez, le créateur d'Alibaba. Jack Ma, il s'était permis de critiquer de manière assez ouverte, de plus en plus ouverte, les autorités financières chinoises. Eh bien, Jack Ma, vous ne l'entendez plus. Il a tout simplement disparu, comme certaines actrices chinoises. Et il n'a plus droit au chapitre parce qu'il n'est plus dans le rang du régime chinois. Il n'est plus dans la ligne. Alors justement, vous allez nous parler, Sylvie Diosica, parce que c'est vrai que cette question de l'addiction de ces jeux en ligne se pose aussi en Occident, alors qu'en Chine, on interdit littéralement à peu près tout pour être dans la ligne. L'ancienne employée de Facebook, Frances Haugen, elle dénonce l'impact sur la psychologie des jeunes filles d'Instagram. Elle était en France encore la semaine dernière. Est-ce que finalement... Et d'ailleurs, Pékin utilise les mêmes arguments que vous pourriez peut-être le faire, Sylvie Diosica. Moi, je ne comprends pas qu'on ne soit pas choqué par l'attitude de la France ou des États-Unis ou autres pays. On est choqué par la Chine, je l'entends bien, mais moi, je suis choquée quotidiennement dans mon travail par le fait qu'il n'y ait aucune prévention correcte auprès des parents. Les parents ne sont pas suffisamment informés depuis des années. Avec notre collectif Cause, on y travaille depuis 5 ans. Le ministère de la Santé, je les ai plusieurs fois rencontrés pour leur dire à quel point, moi, je vois des pathologies, je vois des enfants en grande difficulté. Et quand on dit que Fortnite est gratuit, non, il n'est pas gratuit. Quand Fortnite, on dit les petits-enfants sont dessus. Oui, je rappelle que c'est 12 ans, que les parents ne savent pas ça. Même ça, on ne leur dit pas clairement que s'il y a un PEGI, qu'il y a un âge, les parents, tous les jours, me disent « Ah, ils jouent à ça, mais je ne sais pas, je ne sais même pas de quoi ça parle, je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne sais pas quel âge est autorisé. » On est dans un monde où le parent n'a plus du tout de cadre et d'information qui lui est donné bien avant. Moi, je suis un peu un satellite parce que je donne cette information très tôt aux familles, très régulièrement dans mes consultations, mais malheureusement, pour l'instant encore, la santé n'a pas pris en charge ce problème-là et n'informe pas assez les parents. Les parents, ils ont besoin d'une éducation au numérique.
Ils ont une éducation à faire dans le monde réel qui est déjà un gros job. Et ben ils ont double travail à présent. Ils ont l'éducation dans le numérique pour leurs enfants et c'est difficile parce que ça commence très tôt. Parce que moi je commence à 15 jours de vie où j'en parle. C'est dire que c'est un vrai problème. Et ils ont le monde réel dans lequel ils doivent aussi donner leur éducation. Et ils abandonnent franchement l'éducation au numérique et ils laissent leurs enfants. On a parlé de la pornographie, on parle des jeux vidéo qui ne s'arrêtent pas. Les jeux vidéo, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est les contenus, les âges, les temps qu'on y passe, le fait qu'ils soient accompagnés, que les parents connaissent les contenus et de quel type de jeu, sur quoi ils sont. Les enfants, ils dorment plus. Moi, j'ai des parents en détresse totale qui arrivent en me disant « Mais docteur, comment je fais ?» Il passe son temps à ça. Si on avait fait de la prévention il y a longtemps déjà, quand les jeux sont arrivés, on a tout donné, l'Internet ouvert à tous, et il n'y a pas de règles. On n'a pas donné des clés aux parents, justement. Et ça me semble indispensable. Patrick Jordiano, vous qui êtes le gamer justement, on n'a pas donné de clés aux parents en Occident et en Chine, on interdit totalement. Après, il y a différentes solutions pour différents pays. J'ai vu qu'à Taïwan, par exemple, si vous exposez votre enfant de moins de 2 ans à un écran, vous avez une amende de 1 500 €. Entre 2 et 18 ans, plus d'une demi-heure consécutive, vous avez là aussi une autre amende parce qu'à Taïwan, on considère, alors justement, c'est intéressant, eh bien, que c'est une maltraitance, que ces jeux. Est-ce qu'effectivement, en Occident, il faudrait aussi réguler? On parle évidemment de régulation en Occident, pas d'interdiction. Il faudrait surtout que les parents prennent leurs responsabilités parce que, enfin, à 2, 3 ans, 4 ans, moi je vois des fois des parents qui mettent les écrans pour se débarrasser un peu de l'enfant, quoi. Alors bon, je dis pas que je l'ai pas fait. Je dis pas que ça m'est pas arrivé de filer mon téléphone à ma fille, etc. Mais il y a un moment, il faut savoir couper, il faut savoir ne pas... Parce qu'aujourd'hui, évidemment, un gamin, il faut qu'il ait un téléphone. Moi, je pense pas qu'un gamin, il faut qu'il ait un téléphone obligatoirement. C'est devenu... c'est devenu l'obligation, quoi. Un gamin qui a 12 ans... il faut qu'il ait un téléphone. Non, moi je dis non, il y a un moment, il faut que les parents... vous, alors que vous êtes dans le milieu, vous dites avant 12 ans, pas de téléphone. Mais parce qu'il faut pas tout confondre. C'est-à-dire que le monsieur tout à l'heure disait... c'est choquant déjà de voir un jeu où on doit éliminer tout le monde. Mais les échecs, c'est un jeu où on élimine tout le monde aussi. Vous voyez, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul. Et en ne prenant pas de recul, en mettant tous les jeux vidéo dans le même sac et en disant le jeu vidéo, c'est ça. Donc, par exemple, excusez-moi, il y a Fortnite et les autres, par exemple. Fortnite étant, je dirais, le pire. Évidemment, Fortnite ne devrait pas être pour des très jeunes enfants. Les parents devraient obligatoirement dire « non, mon enfant ne joue pas à Fortnite ». Moi, j'ai des filles, je leur donnais des jeux, si elles voulaient jouer, qui correspondent à leur âge. Et pourquoi en particulier Fortnite ? Mais parce que, vous voyez, je connais le jeu vidéo. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le jeu vidéo. Quand vous bossez, moi j'ai bossé dans des magasins, j'ai tourné dans des magasins de jeux. Les gamins viennent à 10 ans, ils voient un 18+, genre GTA, et ils disent « Ouais, papa, tu vas m'acheter ça ?» Et le papa ne sait même pas ce que c'est. Pour lui, c'est comme Babar, quoi. Et il donne ça à l'enfant. Justement, là. Et là, on est choqués. Alors, les vendeurs vont dire « Mais non, mais il ne faut pas faire ça, monsieur, etc. » Mais les gens qui ne connaissent pas le jeu vidéo ne peuvent pas comprendre qu'il y a des jeux qui s'adressent uniquement aux adultes. Il y a des jeux politiques, il y a des jeux qui ont des contenus... Donc il faudrait qu'il y ait peut-être plus de prévention. Je vous attends. Sylvie Diosica veut réagir. Oui, en tant que pédiatre, c'est mon quotidien, encore une fois, de 0 à 16 ans, cette situation. Quand vous dites que les parents ne devraient pas mettre les enfants devant leur écran, bien sûr, vous avez bien sûr raison. Mais c'est pas là le problème. C'est qu'on n'informe pas ces jeunes parents. Il faut commencer à la maternité. C'est fou à dire. Mais ça, franchement, le ministère de la Santé doit comprendre qu'il y a un impact majeur, que les études sont par dizaines, par dizaines, que dis-je, par centaines et milliers, que M. Véran a dit encore il y a peu de temps, il n'y a pas d'études, c'est totalement faux. Il y a des études qui sont tout à fait claires sur des retards de langage, sur des troubles du sommeil, sur des troubles du comportement. C'est très clair. Mais les parents n'ont pas cette info. Il faut arrêter de dire que c'est à cause des parents qui sont mauvais. Non, mais je ne dis pas que c'est à cause des parents. Moi, je vois des parents en complète détresse parce qu'ils ne savent pas à quel jeu joue leur enfant. Ils ne savent pas qu'à tel âge, c'est problématique. Et même, ils pensent qu'ils vont apprendre une langue ou qu'ils vont apprendre l'anglais ou d'autres contenus. Ce n'est pas faux non plus, d'ailleurs. C'est complètement faux, madame. On n'apprend rien avant 6 ans. Ah oui, pour l'enfant. Je parle pour l'adulte. Oui, non, mais je ne suis pas chez l'adulte. Là, je parle de l'enfant, de l'adolescent et du petit enfant où les parents pensent, on leur a fait croire depuis quelques années, c'est là où il y a gros problème, qu'ils pouvaient apprendre. Que les petits
petits-enfants pouvaient apprendre l'alphabet ou à compter. Ils n'apprennent rien, ils font des perroquets. Et moi, je vois des enfants en retard de langage massif. À 3 ans, ils ne disent rien. Ils disent 1, 2, 3 et c'est tout. Parce qu'ils ont entendu ça des milliers d'heures. Oui, mais ça, c'est une réalité clinique, c'est une réalité des études. Et ça, je pense qu'il y a vraiment un problème de conscience, en tous les cas, au niveau du ministère de la Santé. Jean-Joseph Boileau, retour en Chine. Retour en Chine pour remettre ça un petit peu au cœur du sujet. J'ai une question précise à vous poser. J'ai vu qu'en 2017, la reconnaissance faciale avait été imposée et que du coup, eh bien, les Chinois utilisent cette reconnaissance faciale. Donc, en fait, sous prétexte de tout, évidemment, mettre sous coupe réglée, c'est-à-dire d'interdire effectivement ces différents jeux, de les limiter à 3 heures par semaine, eh bien, on utilise cette reconnaissance. C'est vraiment Big Brother, voilà, c'est ça. C'est incroyable. Mais vous voyez, vous avez là l'opposition entre le modèle orwellien, et on pense que la Chine, elle est toujours orwellienne, et le modèle d'Aldous Huxley, du meilleur des mondes. Eh bien, la Chine n'est plus la Chine de Mao d'Orwell, elle est dans ce meilleur des mondes, et qui est très compliqué, parce que vous avez une différence. Quelle différence vous faites? Il y en a une qui suppose que vous avez l'État qui va utiliser uniquement la violence physique, et quand on dit l'État, les gens qui ont pris l'État en main, et de l'autre côté, Aldous Huxley a développé la soft dictature, la dictature molle, cette capacité qu'un État, et la Chine, c'est cela aujourd'hui. Regardez comment... C'est vraiment, c'est mou. C'est ce que vous dites. Ah non, mais c'est la traduction mauvaise en français de soft dictature. Ce n'est pas une tyrannie avec un... Quand je suis en Chine, et j'y vais souvent... Mais est-ce que ça ne devient gamins, pas de mes plus en petits-enfants. plus? Est-ce que ça ne devient pas de plus en plus, justement, avec ces technologies, cette reconnaissance faciale? Dans les deux cas, vous avez deux grands systèmes qui s'affrontent, et moi je suis comme vous, je voudrais qu'on trouve un juste milieu au milieu. Le néo-capitalisme américain de ces GAFAM, des grands jeux, savez-vous que des parents ont tenté des procès contre cette firme pour ce jeu-là? Pourquoi? Et puis il y en aura d'autres. Parce que ce jeu, non seulement est ultra violent, enfin il faut le dire quand même, j'y ai joué avec mes petits-enfants, enfin, c'est ultra violent, vous l'avez vu. Bien sûr, vous l'avez vu tout à l'heure sur vos écrans quand même. Vous explosez une centaine de gars, quoi. Et le gamin, effectivement, mes petits-enfants, ils en rêvent la nuit. Vous avez des parents qui ont déposé donc plainte, et les procès n'ont jamais abouti. Pourquoi? C'est le pot de fer contre le pot de terre. Le problème de la régulation dans les sociétés capitalistes, c'est que le marché, même avec la justice telle qu'elle existe, ne permet pas. Dans le système chinois, c'est l'État. Mais l'État bienveillant, on sait bien ce que c'est. C'est un État dictatorial par définition. Donc la bonne solution, et c'est bien... plus en contrôle, parce qu'il faut revenir aussi sur les programmes scolaires. Les programmes scolaires sont revus en ce moment par Xi Jinping. Et alors, il y a tout un dialogue, un débat en Chine. J'aimerais parler de cela. On a toujours l'impression, quand on parle de la Chine, qu'on parle de Xi Jinping. Non, mais attendez, il y a 1,5 milliard de Chinois quand même. Et donc quand je suis en Chine, on en parle de ce sujet-là. Les parents, ça les soucie. Et donc Xi Jinping est allé un peu dans le sens aussi de cette volonté des parents de limiter un peu. Et le contrôle facial, oui, si c'est le prix à payer, c'est ça que me disent des parents en Chine, si c'est le prix à payer pour que la machine s'arrête automatiquement, pourquoi pas? Parce qu'on ne sait pas comment faire. Alors j'aimerais quand même terminer pour dire une chose. Ce n'est pas un débat contre le modernisme. Nous allons devoir faire avec cela. Je crois que personne ici ne remet en cause nos smartphones, etc. Le jeu lui-même, et là je vais dans le sens de notre présentateur tout à l'heure, les jeux sont une composante de la civilisation dans laquelle on s'installe. Donc comment on le régule? Il y a une solution. C'est que les 5 grands acteurs se mettent autour d'une table et le fassent. L'État, parce qu'effectivement, il en faut un. Les entreprises, il faut qu'elles soient là. Le domaine médical, attendez, mais là, il n'a pas son mot à dire sur aujourd'hui les jeux qu'on met sur le marché. Il n'a jamais cette capacité de régulation. Troisièmement, attendez, les parents. Parce que ce qui a été dit à un moment donné, les parents ne savent pas. Souvent, les parents savent, mais ils ont besoin. Ils sont un peu dépassés par les événements. Et puis, il y a un 5e acteur. Il faut parler, la justice. Parce que quand je cite le cas de ce procès aux États-Unis, où le juge, je l'ai écouté, le hearing, c'est-à-dire la décision de ce juge, mais c'est lamentable. On sent qu'il a été complètement influencé. Quelle décision vous faites référence? La décision qui déboute le père qui a attaqué le jeu Fortnite pour abus sur les enfants. Eh bien, le juge... Il a perdu. Le père a perdu. Procès, bien sûr. Donc, il y a vraiment 5 acteurs. On doit pouvoir s'en sortir quand même, non? Ni le cas chinois, ni le cas trop américain. On pourrait arriver à trouver une solution. On n'a pas envie de devenir la Chine, tout de même. Non. Il faut le dire. Guillaume Gralet, justement, sur cette reconnaissance faciale, sur cette utilisation des technologies en Chine dans un état de plus en plus Aldous Huxleyen. Comment est-ce que vous voyez les choses? Oui, c'est sûr qu'on est déjà effectivement dans le crédit social, c'est-à-dire qu'on est noté en permanence, et ce qui est
ce qui me frappe dans cette soft dictature, c'est que c'est l'acceptation, en tout cas par un grand nombre, apparemment, et en fait, on semble privilégier le bien collectif au plaisir individuel, et c'est ce qui explique un peu cette acceptabilité. Ce que je trouve très intéressant, si on Contrôle revient... politique également, hein. Enfin, Oui, bien sûr, acceptabilité jusqu'à un certain point. Il y a quand même encore des Bien sûr, dissidents. Mais là, on a des enfants. Donc, voilà. Vous allez avoir Des votre enfants. tête s'afficher si vous traversez la rue au mauvais moment ou lorsque vous n'avez pas le droit. Donc, c'est-à-dire qu'on vous montre au public. C'est un peu comme dans un des épisodes qu'on avait vu sur Netflix. Très rapidement, si on revient en France, il y a 2 livres que je trouve super intéressants à lire. C'est La fabrique du crétin digital de Michel Desmurger qui a compilé 1500 études. C'est béton. Lui, il a une fille. Je lui ai demandé comment il avait fait. Il m'a dit je lui ai laissé très peu d'écran, mais quand même, il y a certains jeux comme Scratch du MIT où l'enfant devient acteur d'un petit personnage. Et là, n'est plus simplement passif, donc il ne faut pas jeter quand même tous les jeux. Et puis, il y a bien sûr l'Apocalypse cognitive de Gérald Bronner que je trouve intéressant à lire. Absolument. Qu'on avait invité également et qui ne pouvait venir. Sylvie Dieu-Ozika, justement, vous, j'imagine que vous avez des solutions également à proposer dans notre société telle qu'elle est. Oui, c'est tout à fait intéressant de mettre tous les acteurs, comme vous l'avez dit, autour de la table. Donc ça n'a jamais été fait. Pourquoi Jamais. cela n'est pas fait? C'est incroyable. Vous savez, en 2019, on a sorti une tribune dans Le Monde où le titre était, avec notre collectif Cause, qui protège-t-on, le numérique ou les enfants? Puisque nous avions un cri d'alarme sur le plan clinique et de tout ce qui se passe. Et Monsieur Desmurger, effectivement, je partage tout à fait ce commentaire. Il y a un vrai problème d'information. Moi, je vois des parents qui viennent à ma consultation à Jean Verdier. J'ai une consultation depuis 1 an de surexposés. Donc, j'ai des enfants de 2 à 4 ans qui viennent pour des troubles du langage et qui sont surexposés. Les parents, la majorité des cas, mais vraiment, et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ils ne le font pas exprès. Ils sont tous pris dans cette spirale. Ils sont dans une technoférence qu'on ne connaît pas non plus assez, qui est un problème de non-disponibilité du parent en présence de son enfant qui a besoin de toutes ces interactions. Et ils finissent par lâcher ce téléphone qui est absolument extraordinaire pour occuper l'enfant. Et donc, on n'arrive pas à trouver ce juste milieu parce qu'on n'informe pas correctement depuis le début, depuis la maternité, et les pédiatres, et les médecins généralistes, et tous les soignants qui sont autour de l'enfant ne donnent pas cette information. Alors, qui la donne? Les médias, comme vous, ou les journaux, ainsi de suite. Alors, est-ce qu'il faudrait interdire, insuffisant. comme on fait en Chine? Non, il faut replacer le parent dans le cadre. Il faut trouver la bonne solution entre la loi et le cadre. Il y a un message aussi très intéressant à regarder, c'est celui de certains repentis de la Silicon Valley qui ont travaillé par exemple pour YouTube, pour Google. Ils ont créé un collectif qui s'appelle le Center for Human Technology. Vous pouvez aller dessus et vous voyez tout un tas de conseils, c'est-à-dire des alternatives à TikTok, à Instagram. C'est très intéressant. Quel type d'alternative? La lecture, peut-être? Alors, il y a des tablettes, par exemple. En open source. Une tablette très rapidement. L'open source. L'open source. Ouais, Alors, par exemple, également, mais il y a une tablette qui nous vient de Norvège qui s'appelle Remarkable. Remarkable, elle est connectée à Internet, mais elle n'a aucune notification. C'est-à-dire que c'est bloqué. Vous pouvez, en revanche, lire des livres, parce que c'est de l'encre électronique. Vous pouvez envoyer des passages de livres, ça c'est possible, mais tout est fait pour ne pas avoir ces fameuses notifications qui arrivent sur vos écrans toutes les 40 secondes. C'est-à-dire que l'attention, ce sont les spécialistes qui le disent, a baissé drastiquement et passé de notre capacité d'attention de 12 secondes il y a 15 ans à moins de 9 secondes aujourd'hui. Donc ça n'arrête pas. Et il y a quand même quelques solutions technologiques à encourager que je trouve intéressantes. Patrick Giordano, je voudrais faire réagir aussi, vous qui êtes quand même journaliste spécialiste des jeux vidéo, vous les connaissez de l'intérieur. Est-ce que parce que Fortnite, moi j'ai regardé effectivement un certain nombre d'études qui disent qu'en fait on a utilisé même des psys pour que le jeu soit encore plus addictif. Ce qui est un petit peu un comble. Oui, tout à fait. Et là, ça fait carrément peur. On est, comme vous disiez, dans Orwell et vraiment dans la science-fiction. Oui, il y a eu un nouveau métier, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui est psychologue, justement pour étudier la meilleure manière de rendre les gens addictifs, on va dire. Oui. Donc ça, c'est assez horrible. Mais c'est pas que dans le jeu vidéo, hein, c'est un peu dans tous les nouveaux... C'est dans le numérique, quoi. Le numérique, c'est un piège et on peut facilement y tomber. Et je pense que le problème, c'est comme vous dites, comment trouver l'équilibre sans interdire à 100%. Monsieur Fogg a inventé la captologie, il faut le savoir. La captologie, on est tous dépendants de cette situation et c'est tout un système. Des psychologues se sont mis autour d'une table et ont travaillé pour faire en sorte que nous devenons dépendants. Le problème, c'est que c'est les enfants aussi qui en pâtissent et c'est des personnages par définition vulnérables et qui se retrouvent pris dans cette spirale qu'on appelle la captologie. La captologie. C'est bien pour ça que les enfants, faut Je suis un grand joueur d'échecs. Encadrer.
Je suis un faut grand les joueur cadrer. d'échecs et je suis très sensible à ce que vous avez dit. Bien sûr qu'il y a une logique dans le jeu d'échecs qui consiste à gagner et l'emporter. Mais quand même, j'ai fait les deux avec mes petits-enfants, à la fois les jeux d'échecs et Minecraft. Alors, c'était pas Oui, Fortnite. c'est pas la même chose. Attends, non, c'est la version avant, mais elle annonce déjà. Et je suis économiste surtout. Et je vois très bien cette industrie des jeux qui représente maintenant 300 milliards de dollars à l'échelle du monde. Premier marché, c'est la Chine. Voilà pourquoi la Chine ferme. Attendez, Xi Jinping, il ne ferme pas parce qu'il va être moral seulement. Il utilise cet argument qui est un argument sérieux, je disais tout à l'heure, pour cacher derrière ce qu'est la fermeture de son marché. Deuxième marché, les États-Unis. L'Europe est le troisième. L'Europe est en train de se développer. Et puis, eh bien, le Covid, on l'a oublié, Multiplié par 2 à 3 le temps de... a vu une Multiplié par- croissance de ces jeux. Et alors, quand même, c'est un phénomène de civilisation. Il n'y a pas que du mauvais. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure sur le jeu. Il y a des familles entières en Chine. Je reviens à la Chine, là, parce que je les ai vues, qui jouent ensemble. Et lorsqu'il y a eu l'épidémie de Covid, on était chez soi, on était enfermés. Alors moi, j'adore les échecs, mais on n'allait pas imposer à tout le monde de jouer aux échecs. La Donc faculté ça, c'est le côté créative, positif. Ce qui a été dit On tout peut à jouer en l'heure, famille mais c'est à remarquable. certains jeux. L'industrie du jeu, comme l'industrie du jouet, a produit le meilleur comme le pire. Et elle c'est là où il faut l'accompagner, je pense, en termes de société, et pas laisser aux États Oui. et au marché. Il faut Sauf que nous que soyons tous là. Dans la vraie vie, c'est pas partagé. Dans la majorité des cas, les enfants se retrouvent seuls dans leur chambre et les parents ne savent même pas à quoi jouent leurs enfants. Oui, mais la réponse qu'on me donne en Chine n'est pas inintéressante. C'est l'enfant unique en Chine. Oui. Donc il y a un problème. là. Plus maintenant, Eh paraît-il. ben, c'est que le réseau. Ils reviennent sur l'enfant. Mais non, mais c'est qu'ils jouent en réseau. Il faut vraiment prendre conscience de ce phénomène Oui. qui n'est pas seulement C'est ça le chinois. danger. Non, Non, c'est bien non. À l'échelle de la planète, soit vous enfermez quelqu'un tout seul dans sa chambre, soit par ces jeux, ces outils de communication modernes, il a la possibilité collectivement. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention. La ligne de crête n'est pas facile à trouver entre ce qui va permettre à des jeunes qui sont tout seuls dans leur famille, d'être ensemble, et les réseaux sociaux n'avaient pas que du mauvais, loin de là, et les aspects négatifs, effectivement, de ces jeux-là. Il y a un cadre à donner. Et si ce cadre est donné, les choses se Voilà. passent Et le cadre, bien pour mieux. l'instant, n'existe pas. Guillaume Gralet. Ouais, très rapidement, effectivement, vous avez raison. La Chine invente l'Internet de demain. Plus de 600 millions d'internautes, plus que la population américaine réunie, et qui est très inventive. On n'a pas parlé de TikTok encore, ou de Douyin, TikTok qu'on trouve bien sûr en Occident. la société sœur. Tout à l'heure, vous mentionniez B.J. Fogg, donc le professeur de design de l'école de Stanford, qui effectivement a formé pas mal de créateurs d'entreprises très connus comme Instagram, Kevin Systrom. Il est passé sur ces bancs. On a eu également des cours de Daniel Kahneman qui font ce qu'on appelle du positive programming, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir des récompenses, en fait. C'était lorsque vous regardez un écran avec des visages souriants, etc. Ça, c'est un jeu chinois. C'est ce qui a vraiment modelé l'Internet américain. Et la Chine ne veut pas rentrer dans ce piège-là. Ouais. On veut se réapproprier notre attention. Je termine juste parce que faut Alors aussi comment Comment donner quelques en pistes. dehors- Parce Tout que à là, l'heure, on ils a parlé. interdisent. Donc, Alors, tout à l'heure, on a parlé de cette tablette sans notification. Il y a un jeu éducatif qui a été créé en France, Powers, par Emmanuel Freund, avec une communauté éducative qui est, j'ai l'impression, un peu plus vertueuse, un jeu un peu plus vertueux qui apprend justement quelques langues, quelques notions de mathématiques. Donc il y a quand même quelques pistes intéressantes, mais effectivement, aujourd'hui, il faut savoir qu'un enfant a très peu de bienfaits à avoir un écran. Il y a des règles très simples aussi que conseille Michel Desmurgier, c'est-à-dire ne pas avoir d'écran dans sa chambre, par exemple. ne pas avoir d'écran dans sa chambre. On peut donner quelques règles parce que je pense que ça me Ouais. semble important. C'est les règles des 4 pas qui viennent de Sabine Duflo et qui en fait sont de l'Académie américaine de pédiatrie, qui pas d'écran dans la chambre, ce qui veut dire beaucoup quand même. Pas d'écran dans la chambre, ça veut dire pas le jeu vidéo tout seul dans sa chambre. C'est Donc ça. les parents savent à quoi joue l'enfant. Donc ils ont un regard sur le contenu. Et en Pas même le temps, les matin. enfants utilisent aussi, enfin pas quand ils sont au primaire, mais je parle à partir du collège, ils utilisent aussi des écrans pour le travail. On leur Oui, donne un alors, iPad à attendez, l'école. Ça, c'est encore un autre, effectivement, vous avez raison, un autre problème. Mais pour continuer à donner des cadres, parce que justement, ils ne sont pas donnés, et profitons-en. Pas d'écran le matin. La plupart du temps, les enfants boivent leur biberon pour les plus petits devant la télé. Ils sont complètement excités devant la télé, arrivent devant une maîtresse qui ne ressemble pas à Zébulon et ils ont un petit peu de problème de Et concentration. puis la violence, Et puis qui le soir, ressort en pas permanence. d'écran le soir parce que le sommeil doit être préservé. Je vous signale que les adultes dorment beaucoup moins et que les enfants aussi. Et quand on dort, il se passe beaucoup de choses. La mémoire, les fonctions exécutives, c'est absolument essentiel. Et puis Si vous pendant les dites ça repas. fait beaucoup Eh de bien pas, oui, pas mais le non, matin, ça pas fait le pas soir. beaucoup, Et il n'y a mais que non. les parents qui peuvent On est en réguler. train de donner un cadre. Xi Jinping a décidé. On Voilà. nous donne un a décidé. cadre. Entre rien du
du tout et quelques règles de bon sens presque, il y a une marge quand même. Il y a une marge. Jean-Joseph Boileau, pour revenir à la Chine, ce contrôle, on en parlait au début de cette émission, ce contrôle sociétal a-t-il suivi justement un tour de vis de Pékin contre les géants de la tech? Vous parliez d'Alibaba, du patron d'Alibaba. J'ai vu qu'il y avait plus de 34 entreprises, dont d'ailleurs les propriétaires de TikTok. Il y a en ce moment un tour de vis de la part de Pékin contre ces milliardaires de la tech. Pourquoi? Pas seulement des milliardaires, mais il y a un tour de vis. Mais c'est un tournant dans ce secteur, Non, mais il y a un parce tour qu'il de n'était vis pas régulé, en fait, dans pendant tous les toutes ces domaines. années. Deng Xiaoping a apporté la prospérité et les inégalités. Les deux ensemble. Et donc, la société chinoise a commencé à goûter de la prospérité, et puis après, avec le goût amer, elle a vu que les inégalités, la pollution aussi, Deng Xiaoping est quand même à l'origine de ces énormes fumées de charbon, etc. Et Xi Jinping, et c'est pas lui, il faut pas regarder lui, c'est une technostructure, le parti. Là encore, j'aime beaucoup Orwell, parce que, pas Orwell, Huxley. Aldous Huxley. Voilà, Eh oui, c'est- c'est pas un individu tout seul, il y a un complexe de gens, il y a un consensus. Enfin, aujourd'hui, Et il est très attention, incarné par Xi Jinping. incarné par, mais c'est un homme qui fait la synthèse entre plusieurs écoles. Vous savez, vous pourriez avoir une Chine beaucoup plus dure. Beaucoup plus dure. Il y a les faucons aussi là-bas. Et les faucons, ils sont prêts à faire la guerre tout de suite à Taïwan. Xi Jinping est là au milieu. Il essaie de trouver Mais l'équilibre. qu'est-ce qu'il leur demande à Jack Ma et au Pourquoi ils reste sont en train de ces voilà. milliardaires? Mais attendez, on peut ne pas considérer que ça soit en soi un problème qu'un État régule et que en Enfin, là, il a régulant- fait disparaître Jack Ma. Non, il n'a n'a pas dit on parle pas de disparaître. régulation. Jack Ma, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps sur Ou une enfin, il a vidéo. disparu pendant un petit Jack moment. Ma, voilà, le problème de la Chine, c'est qu'elle, quand elle a besoin de réguler, c'est ce que je disais, c'est l'autre extrême de Hobbes. L'État bienveillant est toujours nécessairement représentatif de l'intérêt général. Mais attendez, c'est la philosophie française. Hein. Oh, pas vraiment. Nous sommes très étatiques. Nous, on est de ce plus point de vue-là. État-stratège. Hein. Non, mais France. on pense que l'État, par définition, doit protéger. Regardez, la société française demande de l'État. En Chine, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort. C'est un État totalitaire, on peut le dire. Alors, non, c'est compliqué. Moi, je pense qu'on peut parler d'une dictature. Attention, c'est pas la même chose. Il faut faire attention aux mots. Ils ont des significations. La dictature de Mao, d'accord, qui s'est installée après la Révolution, était une dictature révolutionnaire. D'accord. La dictature dans laquelle la Chine se trouve aujourd'hui et ressemble à ce qu'on appelle l'État absolutiste. Oui. Vous retrouvez exactement, et ça a été pensé à la chinoise. Il ne faut pas penser la Chine avec nos repères, mais il faut voir ce qu'il y a dans la tête de Xi Jinping. Ce qu'il y a dans la tête de Xi Jinping, c'est quelqu'un qui s'appelle Han Fei, qui est le père fondateur du légisme. Et c'est pour ça qu'on l'appelle parfois néo-confucianisme. Je suis désolé, mais de temps en temps, c'est bien d'aller loin dans C'est l'histoire. bien, ouais, C'est pour le ça qu'on légisme. écrit des bouquins, quand même. Donc, il est en train de resserrer autour des high-tech. Pourquoi? Parce que le poids des high-tech était devenu tel que l'État, tout d'un coup, était en concurrence. Quand on voit TikTok, c'est pour ça que vous avez vu, il y a hier, je crois, ils ont limité TikTok maintenant. Pareil, nombre d'heures, un par jour ou quelque chose comme ça. Oui, hein. ça va dans les 3 heures par semaine. Voilà. 3 heures par Or, semaine, tout compris, en fait. Or, hein, TikTok, pour c'est les adultes. impressionnant parce que c'est la réussite chinoise à l'échelle mondiale. Il y a désormais plus de gens sur TikTok à l'échelle mondiale que sur tous les GAFAM réunis ensemble. Vous vous rendez compte, l'État chinois est prêt à prendre un risque industriel. On va raisonner là en termes de risque industriel. Pourquoi? Parce que si c'est cette société civile, en fait, c'est de ça dont il s'agit. L'État absolutiste n'aime pas la société civile, qu'elle soit des entrepreneurs ou qu'elle soit de la société. Il ne faut pas être obsédé par Alibaba. Qu'est-ce qui a coûté la tête à Alibaba? C'est qu'il a développé la microfinance. C'est ça qui a coûté la tête à Alibaba. Et C'est alors pas qu'il était seulement trop... la microfinance, c'est court-circuiter tous les circuits de financement des grandes banques chinoises. C'est donc l'État qui commençait à se trouver mis à mal. En gros, pareil pour Tencent. Tencent, c'est énorme, c'est énorme. Je vous ai dit, il a investi dans toutes les sociétés américaines. Il est quand Donc même... en fait, Et c'est il investit en France. terminer la Il récré. investit en C'est un peu ça, en France. fait. Comment C'est terminer la récré pour eux. C'est un peu ça. Voilà. Terminer d'être c'est- tentaculaire. Il faut restaurer la capacité de l'État de réguler. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on sait quelle est la réponse à cela. L'État est par définition despotique quand il est tout seul en état de réguler. Guillaume. C'est ça le problème. Guillaume. Mais c'est vrai qu'on voit deux écoles. C'est-à-dire que Pékin applique une politique que n'applique pas du tout Washington, qui se sert de ces géants de la tech comme d'une arme soft diplomatie à l'échelle mondiale. Et Là, pour elle est l'instant, vraiment soft. Même hein, si soft power. Biden Elle est soft. annonce Ah, peut-être avec des nominations comme Timo un discours plus dur sur les géants de la tech, pour l'instant, on ne le voit pas du tout. Non, on en parle beaucoup, mais on le Voilà, fait pas. vous avez raison de parler de Tencent parce que vous avez Pony Ma, donc qui est un peu moins connu que Jack Ma, Ma Wutong, qui est un des hommes les plus
riche de Chine, si ce n'est pas le plus riche, qui est un membre éminent du Parti communiste chinois. Mais il sait très bien que si il remplit quelques fonctions régaliennes, un peu comme a voulu le faire Jack Ma, eh bien c'est le rôle, c'est un petit peu le destin qui l'attend. C'est-à-dire qu'on va lui-même également lui taper sur la tête et c'est véritablement Pékin qui affirme ce rôle aujourd'hui. Ouais. Et justement, la relation entre l'État américain et les GAFAM, parce qu'ils essayent de réguler. Et pour l'instant, ils n'y parviennent pas, Guillaume. Ou ils ne veulent pas, peut-être. Moi, je suis plutôt pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils veulent pas vraiment. C'est-à-dire que Joe Biden est un peu plus dur que les deux précédents présidents, surtout plus dur que Barack Obama d'ailleurs. Mais pour l'instant, on voit beaucoup de paroles, mais peu d'actions. Patrick Giordano, peut-être une réaction justement à ce qu'on fait en Chine pour vous. Ah oui, et puis à noter également que les Sud-Coréens, eux, font l'inverse, puisque j'ai vu que 10 ans après son adoption, la loi qui interdisait en Corée du Sud aux jeunes joueurs sud-coréens de jouer la nuit, il y en avait une depuis 10 ans, eh bien elle va être abrogée à la fin de l'année, et pour eux, elle est inefficace. Oui, la Corée, c'est un des pays phares du jeu en réseau surtout et du e-sport aussi. En fait, c'est chez eux que s'est développé les compétitions, enfin le fait de prendre le jeu vidéo comme un sport. Donc ils étaient, on va dire, un peu en avance par rapport à tout le monde. Donc je pense qu'ils ont essayé des choses et ils voient que ça marche pas obligatoirement. Pour en revenir, malgré tout, je me répète un petit peu, mais je pense que par rapport aux parents, voilà, s'il y a des parents qui regardent, je pense que quand un enfant peut jouer, il faut que ce soit en présence des parents, il faut qu'il y ait un dialogue, il faut qu'on décode aussi le jeu vidéo. S'il y a de la violence, on va dire mais regarde, c'est violent, ça ne te choque pas l'enfant. Je pense que le dialogue est primordial. Donc l'enfant tout seul, avant un certain âge, à jouer dans sa chambre, ce n'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait un dialogue. Je pense que le dialogue dans le jeu vidéo est primordial avec les enfants. Et alors, il y a un décodage, c'est comme le cinéma. Hein. Ouais. On va pas mettre à un enfant un film de David Lynch. On va pas. Après, si on met un truc un peu plus évolué à un enfant qui est plus jeune, on va décoder l'image, on va lui expliquer, on va en parler après pendant le repas. Je pense que le dialogue est primordial et peut-être que sans dialogue, c'est mort. Il y a ça aussi. C'est que sans dialogue, c'est mort. C'est une vidéo aussi, Mais oui. Ça fait beaucoup pour les parents. Mais ça fait beaucoup, c'est ce que j'ai dit. Il y a l'éducation du monde réel et l'éducation dans le monde du numérique. Alors, on ne l'a pas cité, ça me semble important. Il faut savoir que les parents doivent savoir qu'il y a un système européen qui s'appelle PEGI et qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est important puisqu'il donne un âge pour chacun des jeux. Donc, tout parent peut savoir quand leur gamin demande tel ou tel jeu, comme le Call of Duty, comme on disait tout à l'heure, par exemple, ce sont des jeux qui sont autorisés à partir de 18 ans, qui sont extrêmement violents. Alors ça... Mais le problème, c'est que moi, j'ai des enfants de 10 ans qui jouent. Ah oui, ça, je sais. Et qui ne le savent pas. Je ne savais même pas que c'était à partir de 18 ans. Voilà, qui ne savent à peine à quoi jouent leurs enfants. Donc, encore une fois, il y a des âges, 3, 7, 9, 12. C'est très facile à trouver. Vous avez des pictogrammes pour savoir de quoi ça parle. Comme vous l'avez dit, le dialogue, c'est absolument indispensable. Mais il faut quand même revenir à un cadre en protégeant le sommeil, en protégeant des contenus, en parlant de la violence, en parlant de la pornographie. Et surtout, moi, je plaide en tant que pédiatre, qui est vraiment essentiel, c'est que cette information, elle doit être donnée très tôt. Et je suis désolée, en France, elle n'est pas donnée. Dans le carnet de santé, depuis le 2018, il y a écrit que les écrans, c'était problématique. Mais personne ne le lit, personne ne le répète. Les seules personnes qui sont auprès des enfants, ce sont les soignants. D'accord ? Les parents et les soignants, ils recherchent des informations. Ils ne les ont pas auprès des médecins et des pédiatres. Pourquoi ? Parce que les médecins eux-mêmes ne sont pas formés, parce qu'eux-mêmes ne savent pas forcément ce qu'est Fortnite ou tel et tel jeu. Donc commençons par le début, formons à plein les médecins, les pédiatres, tous les professionnels de santé. Ça pourrait être un rôle de l'État. Mais on le répète, ça fait 5 ans, cause était auprès du ministère et n'est pas entendue pour le moment. C'est dommage. Un petit mot de conclusion, Jean-Jacques Boileau, 30 secondes. Oui, mais c'est pas 30 secondes. Je voulais dire, il y a la vie réelle et la vie idéale. Dans la vie réelle, les parents ne sont pas là la plupart du temps. C'est un fait. Donc, il faut aussi apprendre à gérer ce type de nouvelle société dans laquelle on est. La réponse chinoise pose problème parce que la moralisation qu'il y a derrière ces jeux, derrière cela, l'État est en train de pousser la moralisation du nationalisme agressif. Et donc, on ne peut pas, en gros, moi, c'est ma conclusion, ni l'État, ni le marché, dans leur forme absolue, peuvent faire face à ces problèmes de mutation de société. Et je reste persuadé que oui, les parents doivent faire partie du débat,
On n'a pas du tout encore parlé des juges. Je suis désolé, on ne peut pas laisser des jeux comme ceux que vous avez montrés à un moment donné. On interdit quand même la cocaïne, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on peut laisser... Vous avez vu cette image d'un corps qui éclate. Pourquoi? Parce que le modèle économique est basé sur l'addiction à ces phénomènes de violence. La violence, je ne suis pas psychiatre, mais enfin, j'ai lu un tout petit peu quand même. L'addiction de ces jeux qui apportent le chiffre d'affaires est basée sur cette violence. Jean-Joseph Boileau, merci Guillaume Gralet, merci à vous Sylvie Dieu-Ossica, merci Patrick Giordano, merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.